Bien, bonjour à toutes et à tous, bonsoir plutôt. Je suis ravi de vous voir aussi nombreuses et aussi nombreux pour cette conférence une question, un chercheur, ou plutôt une chercheuse ce soir. Donc Kumiko Kotera qui va nous parler des rayons cosmiques. Alors juste quelques mots. Donc Kumiko a fait sa thèse il y a quelques années ici à l'IAP justement sur les rayons cosmiques de très haute énergie, leur propagation dans l'univers, leur origine. Puis ensuite, après, comme c'est le cas pour beaucoup de jeunes qui veulent faire de la recherche, tu es allé quelques années à l'étranger, en particulier à Chicago, hein, où tu as noué des collaborations qui se poursuivent, je crois. Et puis ensuite, tu es entré au CNRS à Caltech aussi après, voilà. Chicago, Caltech, et puis ensuite après, retour en France sur un poste de chercheuse au CNRS, donc depuis 2012. Et donc depuis 4 ans, tu travailles sûrement sur pas mal de sujets différents, mais toujours sur ce sujet de propagation des rayons cosmiques et de leur origine. Donc c'est à toi maintenant de nous expliquer ce problème et où est-ce qu'on en est maintenant et les liens sans doute avec la physique et les mathématiques que vous êtes en train d'étudier. Voilà, à toi Kumiko. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment très, très heureuse d'être là ce soir. Merci beaucoup Patrick pour cette invitation. Il y a pas mal d'années déjà, j'étais aussi en classe préparatoire et je rêvais en fait déjà de faire le métier que j'exerce aujourd'hui. Et à l'époque, il n'y avait pas de cycle de conférences comme ça, mais je pense que j'aurais vraiment beaucoup aimé avoir ce genre de cycle. Donc je trouve que c'est une très bonne initiative. Donc ce soir, je vais vous parler de messagers de l'univers qui nous proviennent d'objets astrophysiques. Et ces messagers vont nous permettre de sonder en fait, ces objets et de comprendre comment ils fonctionnent, comment ils émettent de la lumière qu'on observe et des messagers. Donc, au cœur de ces messagers, on trouve ce qu'on appelle les rayons cosmiques. Les rayons cosmiques, ce sont des particules chargées en majorité, et donc, la plupart d'entre eux sont des noyaux atomiques, comme les protons ou des noyaux plus lourds, qui peuvent aller par exemple jusqu'au fer. On reçoit sur Terre environ 1 kg de rayons cosmiques par an. Donc c'est énorme en fait si vous convertissez, sachant, vous connaissez la masse d'un proton par exemple, si vous faites le calcul, vous trouvez qu'on reçoit environ 10 puissance 27 rayons cosmiques par an. En fait, tous les rayons cosmiques qu'on reçoit ne vont pas m'intéresser forcément. Il y a d'autres gens que ça intéresse, évidemment. Mais moi, je vais m'intéresser à ceux qui sont beaucoup plus rares et qui arrivent avec une énergie colossale, qu'on appelle les rayons cosmiques de ultra haute énergie. Et je vais vous expliquer pourquoi ils sont mystérieux et intéressants. Les rayons cosmiques ont été découverts il y a environ 100 ans, plus d'une centaine d'années, par Victor Hess, qui est monté dans un ballon avec un électroscope. Et il s'est rendu compte que l'ionisation de l'atmosphère augmentait avec l'altitude. Et il s'est dit donc que quelque chose, un bombardement venant de l'univers, du cosmos, devait être à l'origine de cette ionisation de l'atmosphère, puisque ça ne pouvait pas venir de la Terre, sinon la courbe irait dans l'autre sens. Et il a stipulé l'existence de ce rayonnement cosmique. Et maintenant, on sait que donc, ces rayons cosmiques existent bien, que ce sont des particules chargées, noyaux atomiques, etc. Depuis ce ballon, on a travaillé avec d'autres détecteurs, des détecteurs au sol, des satellites, d'autres ballons, et on a pu tracer cette courbe qui est le flux, donc le nombre, globalement, le flux du rayonnement cosmique qu'on reçoit sur Terre en fonction de leur énergie. Alors, ce que vous voyez, c'est que la nature nous donne ici quelque chose d'assez fabuleux, qui est une loi de puissance qui s'étend sur plus de 30 ordres de grandeur en flux et plus de 10 ordres de grandeur en énergie, avec une loi de puissance donc, quasiment parfaite. Et déjà, ça, c'est assez mystérieux. Ensuite, donc, les gens se sont évidemment penchés sur la question
de l'origine de ces rayons cosmiques. On sait qu'à basse énergie, les rayons cosmiques viennent du Soleil, qui émet donc, ces particules. À plus haute énergie, on sait de plus en plus, ça se confirme, que les particules sont émises par des restes de supernovae. Les supernovae, je ne sais pas si vous savez, c'est des explosions d'étoiles. Au moment de cette explosion, du rayonnement, enfin de la lumière est émise, mais également des particules qui sont accélérées. Et enfin, si on va à plus haute énergie, là on se heurte à un grand mystère, qui est que donc, on ne sait pas d'où ces particules proviennent. Alors si vous regardez en bas sur ce graphe, je ne sais pas si un électron-volt ça vous dit quelque chose, mais le LHC, qui est l'accélérateur au CERN, l'accélérateur de particules le plus grand qu'on ait construit sur Terre, accélère des particules jusqu'ici. Donc là vous voyez que, enfin en fait même pas jusqu'ici, avec le LHC on arrive à sonder des énergies de particules jusqu'ici. Et avec les rayons cosmiques, on obtient des énergies qui vont jusque-là. Donc on est à plusieurs ordres de grandeur au-dessus de ce qu'on peut regarder sur Terre. Donc, de ce qu'on peut faire expérimentalement avec nos moyens. Donc c'est quand même déjà assez étonnant. Alors juste pour revenir sur cette histoire d'énergie, donc 10 puissance 20 électronvolts, qui est l'énergie des particules les plus énergétiques observées, ça correspond à environ 10 joules. 10 joules, c'est l'énergie pour chauffer une tasse de thé, l'énergie d'une balle de fusil ou l'énergie d'une balle frappée par Roger. Vous allez me dire, ok, super, c'est pas terrible. Mais en fait, si, parce que si vous considérez que vous donnez cette énergie à une particule subatomique, en fait, c'est vraiment absolument colossal. Donc encore une fois, au LHC, on accélère, on arrive... Donc technologiquement et même physiquement, on arrive à accélérer des particules seulement 10 millions de fois moins vite. D'accord ? Donc la nature produit quelque chose d'assez phénoménal. Si on voulait utiliser les technologies du LHC pour accélérer des particules comme on observe dans la nature à 10 puissance 20 électronvolts, il faudrait construire un accélérateur de la taille de la galaxie. Okay ? Donc là, on a quelque chose de beaucoup plus efficace. Mais on ne sait pas quoi. Donc pourquoi est-ce que les astrophysiciens s'intéressent aux rayons cosmiques ? Donc d'abord parce que là on a accès à une énergie qu'on ne peut pas reproduire sur Terre. Donc rien que pour la physique des particules, c'est extrêmement intéressant. Les rayons cosmiques, comme je l'ai dit, ce sont des particules qui ne sont pas des photons. Et ça c'est très intéressant parce que toute l'information qu'on a de l'univers, enfin pas toute, mais justement, mais 99,99% de l'information qu'on a de l'univers provient de la lumière. On regarde les étoiles avec de la lumière, on regarde le fond diffus cosmologique avec la lumière. La plupart des satellites qu'on envoie, des télescopes au sol, regardent de la lumière. La radio, c'est de la lumière. Donc là, on a un messager qui nous provient de sources astrophysiques qui n'est pas de la lumière, mais qui est de la matière. Donc là, pour le coup, c'est une information qu'on va pouvoir croiser avec celle de la lumière, ça va être très intéressant. Et enfin, encore une fois, donc, on ne sait pas d'où viennent ces particules et comment elles sont accélérées, par quel mécanisme. Donc tout ça, évidemment, nous interpelle. Pourquoi est-ce que c'est difficile et pourquoi ça fait 100 ans qu'on se casse les dents sur ce problème ? Je pense que la première raison, c'est que ces particules sont chargées. Vous avez l'impression que je me répète, mais c'est vraiment important. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la particule ne va pas forcément aller en ligne droite en traversant l'univers. Lorsque vous regardez cette lumière, par exemple, le photon il va tout droit, quasiment. Bon, après, il suit des géodésiques, relativité générale, restreinte, générale. Mais on va pas, a priori, on remonte à la source de façon assez évidente. Pour un rayon cosmique, ce n'est pas du tout le cas, parce que l'univers est magnétisé. En fait, vous savez que le champ magnétique, la Terre a un champ magnétique, le système solaire baigne dans un champ magnétique, la galaxie est magnétisée, et en fait, tout l'univers baigne probablement dans un champ magnétique à différentes échelles.
Et du coup, ça veut dire qu'une particule chargée qui est émise par la source va être défléchie par tous ces champs magnétiques dans l'univers. Et lorsqu'on regarde sa direction d'arrivée, lorsqu'elle nous arrive sur Terre, eh bien, on ne voit pas la source, puisque la source est complètement ailleurs. Et ça, c'est vraiment... étant donné qu'on a très peu d'informations sur les champs magnétiques de l'univers, c'est très compliqué de reconstruire la trajectoire de la particule. Un autre problème astrophysique qu'on a, c'est que les rayons cosmiques de ultra haute énergie, intuitivement, on a envie de les faire se produire dans les sources les plus puissantes de l'univers. Seulement, ces sources les plus puissantes, elles sont aussi mal comprises. Donc, il y a plusieurs... on a quand même des pistes. Hein, on imagine que peut-être qu'elles vont être produites dans des pulsars qui peuvent, dans des cas extrêmes, être extrêmement énergétiques, des amas de galaxies, des sursauts gamma, des radiogalaxies puissantes. Bon, là, vous avez une espèce de film où on se balade dans l'univers et on rencontre certains de ces objets. Enfin, bon, c'était pour mettre un film. Donc, tous ces objets sont fort intéressants et extrêmement énergétiques. Seulement, il y a énormément de travail, de théorie en amont à faire pour comprendre le fonctionnement de ces objets. Et donc, on n'est pas encore à même de savoir si ces objets ont les caractéristiques pour faire de l'accélération de particules à ultra haute énergie. Et enfin, un autre problème qu'on a qui est plus observationnel cette fois, c'est que le flux de ces rayons cosmiques aux plus hautes énergies est très faible. Là, je vous ai mis en fait le flux donc, de particules qu'on reçoit. Alors, aux plus hautes énergies, c'est une particule par kilomètre carré par stéradian par siècle. Donc, vraiment, il faut construire des détecteurs géants pour pouvoir récupérer assez de particules. Et aujourd'hui, je vous parlerai des observatoires qu'on a pour les rayons cosmiques, mais on a pu détecter environ, on va dire, peut-être 250, peut-être 300, je ne pense même pas, rayons cosmiques de ultra haute énergie. Donc, avec 300 particules, aller faire des statistiques, c'est pas du tout évident. Donc, on a aussi un problème de statistiques et de manque d'informations à ce sujet. Alors justement, comment est-ce qu'on détecte ces rayons cosmiques de ultra haute énergie ? Eh bien, en fait, on va se servir de l'atmosphère comme d'une espèce de calorimètre. Donc, un rayon cosmique qui va entrer dans l'atmosphère va déposer son énergie dans les particules de l'atmosphère. Bon, elle va interagir avec un atome, on va dire, et elle va donner naissance à des particules secondaires qui vont encore donner naissance à des particules secondaires en interagissant. Et on va ainsi générer une cascade de particules, une gerbe, qui va se développer jusqu'au sol. Et au sol, on va pouvoir détecter des particules secondaires. Et en se servant de simulations numériques savantes qui reconstruisent, donc, en connaissant la composition de l'atmosphère, sa densité, etc., et en ayant une connaissance fine des interactions hadroniques qui se passent là-dedans, on va pouvoir reconstruire les caractéristiques de la particule initiale, primaire, qui est entrée dans l'atmosphère. Et donc, ce qu'on détecte au sol, ça va être, donc, soit on va avoir des espèces de cuves ou des scintillateurs au sol qui vont récupérer ces particules secondaires, ou alors on peut avoir des télescopes à fluorescence qui vont regarder en fait cette lumière très faible qui va être émise lorsque la gerbe se développe et que les atomes dans l'atmosphère sont excités. Donc on a deux techniques qu'on combine souvent pour avoir plus d'informations et pouvoir reconstruire les caractéristiques de la particule primaire. Et ensuite, essayer de remonter à la source. Donc, on a mis au point cette technique et on l'a appliquée à une échelle vraiment colossale en Argentine, dans un détecteur qui s'appelle l'Observatoire Pierre-Auger, dont vous avez peut-être entendu parler. C'est en fait une grille de détecteurs, enfin de cuves, de tanks d'eau en fait, qui couvre 3000 km².
dans la Pampa en Argentine. Donc ça, c'est la surface sur la carte que ça couvre. Et donc cet observatoire, depuis 2006, je crois, détecte des rayons cosmiques de ultra haute énergie. Et donc pour l'instant, on en a collecté environ 250. Et en fait, cet observatoire combine donc ces cuves d'eau avec 4 télescopes à fluorescence qui sont installés ici, qui vont donc ajouter des informations supplémentaires sur le développement des germes. Alors, en utilisant ce détecteur, on a pu collecter des informations essentielles sur les rayons cosmiques de ultra haute énergie. Ces informations, ce sont le spectre en énergie, donc en gros l'énergie, donc le flux en fait, de ces particules en fonction de leur énergie, leur direction d'arrivée dans le ciel, donc les points noirs ici, ce sont les directions d'arrivée des rayons cosmiques dans le ciel. Leur composition chimique également, voir si c'est plutôt des protons ou des noyaux plus lourds. On a aussi d'autres télescopes, d'autres instruments qui fonctionnent pour détecter d'autres messagers qui pourraient être produits par les rayons cosmiques de ultra haute énergie, qui sont donc du rayonnement gamma, des télescopes gamma ou neutrinos, et je vous en parlerai plus tard aussi. Donc en combinant toutes ces informations, on va essayer de voir si on peut essayer de trouver la source des rayons cosmiques de ultra haute énergie. Donc, non, pourquoi oui, voilà, alors encore une fois, l'univers est magnétisé, donc les particules sont chargées, donc les rayons cosmiques ne se propagent pas en ligne droite. Et, pardon, en fait, ce que je voulais dire, oui, c'est qu'on va parler d'une part de cette information-là, les directions d'arrivée dans le ciel des rayons cosmiques. Pour parler des directions d'arrivée des rayons cosmiques, on est obligé de parler de leur propagation dans l'univers, d'où l'histoire des champs magnétiques. On a assez peu d'informations sur le champ magnétique dans l'univers. On sait que, donc, comme je vous le disais, sur le pourtour de la Terre, on a pas mal de champs magnétiques. Autour de notre galaxie, on a ce qu'on appelle un superamas qui doit être probablement assez magnétisé. Ensuite, dans l'univers, on va pouvoir rencontrer aussi des filaments ou des amas de galaxies qui doivent être très magnétisés. Et donc, lorsqu'une particule part d'une source et rejoint la Terre, elle va rencontrer tous ces champs magnétiques et à chaque fois, elle va être défléchie un peu. Le problème, c'est que si on a quelques informations sur les régions où le champ magnétique est extrêmement fort, sur toutes ces zones assez vides, l'information sur le champ magnétique est nulle. Donc, on a juste des limites supérieures assez lâches. Donc, c'est difficile ensuite de remonter, donc, de comprendre ce qui s'est passé sur cette trajectoire. Pourtant, on peut quand même essayer de modéliser la propagation des rayons cosmiques en utilisant un modèle assez simple de marche aléatoire. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez un peu vu en cours, mais donc, on va supposer que le champ magnétique dans l'univers ou dans une région donnée est constitué de cellules avec une taille donnée, qu'on appelle la longueur de cohérence, où le champ magnétique a une certaine direction, il est fixe. Donc la particule dans chacune de ces cellules va se comporter d'une façon qu'on connaît, et ensuite on va mettre côte à côte toutes ces cellules, et la particule va traverser chacune de ces cellules et en fait effectuer une espèce de marche aléatoire de cellule en cellule. Et en utilisant ce formalisme, donc on va pouvoir dire que par exemple, dans chaque cellule, la déflexion d'une particule, la déflexion angulaire de la particule va être de ce rapport, la longueur de cohérence divisée par le rayon de Larmor ou de gyration d'une particule. Et ensuite, comme on sait que les déflexions dans chaque cellule, comme on stipule que les déflexions sur chaque cellule sont indépendantes, après la traversée de n cellules, la déflexion en fait va se sommer en fait comme le carré des déflexions peut être sommé
n fois. Et du coup, on va obtenir cette déflexion totale qu'on va pouvoir mettre à la racine pour obtenir la déflexion moyenne sur une trajectoire comme ça. Et donc, sur une distance L qui serait de n fois la longueur de cohérence, eh bien, on va obtenir cette formule. Donc, si on fait une application numérique, par exemple, sur 100 mégaparsecs, qui est une distance, la distance typique, par exemple, au prochain filament, d'ici au prochain filament, et en écrivant le rayon de Larmor sous cette forme-là, donc avec une dépendance avec une énergie de la particule qui est de 18 électronvolts, donc là on n'est pas aux plus hautes énergies mais quasiment, et un champ magnétique qui est de 1 nanogauss. Donc vous avez un rayon de gyration de 1 mégaparsec, et donc si on fait l'application numérique, donc 1 mégaparsec en fait c'est des unités qu'on utilise beaucoup en astronomie, ça correspond à 3, 10, 24 cm. Le centimètre, c'est aussi une unité qu'on utilise beaucoup en astronomie. Je suis désolée, c'est pas DSI. Bon, là, après, repasser en mètres, je pense que vous savez faire. Et donc, lorsqu'on a une particule qui est à 18 électronvolts, le rayon de gyration est de 1 mégaparsec. Et là, vous voyez que, en fait, la déflexion va être extrêmement grande, beaucoup plus que 1 degré. Lorsqu'on est à 10 puissance 20 électronvolts, par contre, donc on monte beaucoup plus dans le spectre en énergie, là on est à, disons, donc en supposant une longueur de cohérence de 100 kiloparsec, donc 10 sur 10 puissance 4 à la racine, ça fait 2 degrés. Donc tout ça pour vous dire, bon, c'était le petit calcul théorique, histoire de vous faire plaisir. Donc, tout ça, c'est pour vous dire qu'en fait, si vous considérez une particule à 10-20 électronvolts, ce sont ceux qui m'intéressent, a priori, sur des distances d'une centaine de mégaparsecs jusqu'au prochain filament, ou même un peu plus loin, eh bien, la particule ne devrait pas être défléchie d'énormément, juste de 2 degrés. Ça veut dire que lorsqu'on regarde dans la direction d'arrivée d'un rayon cosmique de ultra haute énergie, a priori, la source est autour à 2 degrés dans le ciel. Je ne sais pas si 2 degrés, ça vous parle, en fait. Mais en astronomie, en fait, on mesure les distances dans le ciel en degrés. Parce que, je pense que vous savez que, par exemple, vous prenez le zénith et vous regardez le soleil, il s'incline doucement et tout, et puis vous mesurez en degrés combien ça s'incline. Voilà, c'est pareil. 2 degrés, c'est rien. Et c'est rien, ça dépend à quel astronome vous parlez. En rayon cosmique, c'est rien. Donc, a priori, vous vous dites, ça devrait être possible, on devrait repérer des sources. Eh bien, manque de peau, non. Donc, avec Auger, c'était vraiment l'observatoire Pierre-Auger, on pensait que c'était ce qui allait se passer. Et on a regardé la direction d'arrivée des rayons cosmiques de ultra haute énergie. On a eu 1, 2, plein. Et puis à chaque fois, on s'est dit, mais il n'y a pas de source puissante à côté. Il n'y a rien du tout. Genre ici, vous avez une particule qui a 10-20 électronvolts, qui nous arrive du ciel. Vous regardez autour, il n'y a pas de radiogalaxie super puissante, il n'y a pas de source qu'on connaît où on s'est dit, ah oui, évidemment, ça marche. Il n'y a rien. Donc c'est un peu étonnant. Alors, et c'est même, ça pourrait être dû au fait que là, j'ai sous-estimé le champ magnétique de l'univers. Peut-être que en fait, le champ magnétique est beaucoup plus intense. Ça paraît assez peu réaliste, mais pourquoi pas. Ça peut être aussi dû au fait que là, j'ai considéré des protons dans mon calcul. Si vous prenez des noyaux plus lourds, du fer, le fer, c'est Z égale 26. Donc la charge, le rayon de Larmor, tout de suite, il est plus important. Et du coup, on peut avoir des déflexions plus importantes. Et la source, on peut peut-être la chercher dans un angle de 26 degrés. Là, tout de suite, on a beaucoup plus de chances de trouver quelque chose d'intéressant. Enfin, il y a une autre possibilité, c'est que les sources, en fait, soient déjà éteintes. Alors ça, c'est un point assez délicat à expliquer, en tout cas à comprendre. J'ai beaucoup de collègues ici qui ne comprennent pas, donc j'espère que vous allez comprendre.
Alors, l'idée, c'est que les photons, ils viennent en ligne droite. Les rayons cosmiques, ils ne viennent pas en ligne droite. Oui, je me répète. Ça veut dire que par rapport aux photons, les rayons cosmiques arrivent avec un petit temps de retard. D'accord ? Donc, si jamais ils sont défléchis de 1 degré sur 100 mégaparsecs, les rayons cosmiques vont avoir 10 000 ans de retard par rapport aux photons. Parce que 100 mégaparsecs, c'est très grand. Donc, ça veut dire que lorsque vous avez, supposons, un sursaut gamma, donc ces espèces de monstres surpuissants qui explosent, on ne sait pas très bien si c'est des étoiles qui explosent, des binaires qui coalescent, quelque chose qui explose, qui est, au moment de l'explosion, c'est l'objet le plus lumineux de l'univers, souvent. Si on a quelque chose comme ça qui arrive, on le voit. Le rayon cosmique associé, eh ben, il n'arrivera que 10 000 ans plus tard. Donc, on peut attendre. De la même façon, si jamais on repère un rayon cosmique de ultra haute énergie et qu'en fait, il a été émis par un sursaut gamma, le sursaut gamma, il a été produit il y a 10 000 ans. Donc, il n'y a aucune chance qu'on le repère dans le ciel au même endroit. Donc, ça peut être un effet comme ça qui fait qu'on ne voit pas les sources associées aux rayons cosmiques de ultra haute énergie. Donc ça, c'était des informations qu'on pouvait essayer de récupérer des directions d'arrivée. Le spectre en énergie, c'est un peu plus prolifique en informations qu'on peut utiliser directement. Donc là, le spectre, en fait, c'est le nombre de particules par tranche d'énergie multiplié par l'énergie au carré, en fait, pour redresser un peu le spectre. Donc, en fait, si on regarde ce spectre, on a zoomé dessus, du coup, on l'a redressé par rapport à ce que vous aviez vu, le flux qui était tout bien, tout lisse, tout droit. Et ce qu'on peut voir, c'est que ce n'est pas vraiment une loi de puissance parfaite. Il y a quelques cassures, en particulier une cassure ici, à 10 puissance 15 électronvolts, qu'on appelle le genou. Une autre cassure dans l'autre sens, ici, qu'on appelle la cheville. Et tout au bout, on voit apparaître une espèce de coupure qui est réelle. C'est vraiment une coupure. Et qui peut être, en fait, soit une énergie maximale d'accélération à la source, soit un autre phénomène qu'on appelle la coupure GZK, que je vais vous expliquer. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en voyant ce spectre, ces rayons cosmiques de ultra haute énergie existent. Il y a des cassures qui peuvent être dues donc, à des effets de propagation ou des effets d'accélération. Et puis là, donc, il y a une coupure dont on va essayer de comprendre l'origine. Ce qu'on appelle la coupure GZK, donc GZK, ça vient des physiciens qui l'ont mise en place, enfin qui l'ont prédite, Greisen, Zatsepin et Kouzmin. En fait, cette coupure est reliée à la question de pourquoi les rayons cosmiques de ultra haute énergie en fait, ne peuvent pas venir de trop loin dans l'univers. Alors vous savez peut-être que l'univers baigne dans un bain de photons qu'on appelle le fond diffus cosmologique, qui a eu lieu dans les premiers instants de l'univers. Je ne vais pas m'étendre dessus, il y a beaucoup de gens ici qui travaillent là-dessus. Aujourd'hui, ils existent encore, ils sont assez froids, ces photons, mais ils sont là. Et ils sont assez nombreux. Ils sont assez nombreux pour que, sur leur route, les rayons cosmiques de ultra haute énergie produits par leur source, souvent en rencontrent un ou deux. Et lorsqu'ils en rencontrent un, ils vont perdre leur énergie. Et donc, ils vont passer de l'extrémité du spectre que vous avez vu à un peu plus à gauche. Donc, les particules vont perdre de l'énergie au fur et à mesure de leur propagation, et à cause de ces interactions avec les photons du fond diffus cosmologique, et donc ça va créer une espèce de coupure ici aux plus hautes énergies. Et ce que ça signifie aussi, c'est que les rayons cosmiques ne peuvent pas venir de trop loin. Parce que s'ils venaient de trop loin, eh bien, ils rencontreraient trop de photons et ils perdraient trop leur énergie, et on ne les verrait pas à l'énergie qu'on observe aujourd'hui, à laquelle on les observe aujourd'hui. Est-ce que vous avez suivi ça s'appelle l'horizon GZK. Et
Donc un peu plus en détail, donc ces interactions qui se passent avec les photons du fond diffus cosmologique, ce sont ce qu'on appelle de la production de pions ou de la production de paires. Donc un proton plus un gamma qui vont donner naissance donc, à une particule, un proton, un neutron et des pions. Et la limite, enfin le minimum, le seuil en énergie de cette interaction dépend de la masse des particules qui sont en jeu ici. Et on peut calculer que typiquement, pour les photons du fond diffus cosmologique, les protons vont pouvoir vont quasiment tout le temps interagir avec ces photons du fond diffus cosmologique à partir de 6,10,19 électronvolts. 6,10,19 électronvolts, c'est vraiment exactement là où la coupure GZK commence, enfin là où on a une coupure qui commence dans le spectre observé. Donc c'est quand même assez joli comme théorie. Donc là, ici, vous avez la longueur de perte d'énergie des protons, la distance de perte d'énergie des protons en fonction de leur énergie. Donc vous avez, donc il faut regarder en fait les courbes en violet. Supposons on va regarder celle en tirée. Donc si on va à trop haute énergie, on ne va pas pouvoir parcourir de distances très, très lointaines avant de perdre de l'énergie. Et du coup, par exemple, au-delà de 6,19 électronvolts, on ne va pas pouvoir aller à plus de quelques centaines de mégaparsecs avant de perdre de l'énergie. D'accord ? Donc il y a vraiment un horizon. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que on va, dans notre recherche de sources de rayons cosmiques de ultra haute énergie, on est limité en volume de l'univers. On n'a pas à regarder tout partout. On peut regarder dans l'univers entre guillemets local. 100 mégaparsecs, juste pour vous donner une idée de ce que ça représente. Donc là, vous avez différentes échelles. Donc notre galaxie, la taille de notre galaxie, c'est environ 0,01 mégaparsec. Après, le groupe local, donc les galaxies avoisinantes et nous-mêmes, c'est environ 1 mégaparsec. Le super amas local, avec vraiment toutes les galaxies d'à côté, c'est 10 mégaparsecs. Et notre... non, c'est Virgo, ouais, oui, si, c'est ça. Et voilà ce que je vous disais, jusqu'au à peu près quelques filaments voisins, on en est à une centaine de mégaparsecs. Donc, vous allez me dire pourquoi elle parle d'univers local. Si, en fait, c'est un peu local, 100 mégaparsecs, parce que quand vous commencez à parler de distance cosmologique, en fait, en cosmologie, les gens parlent souvent plutôt de distance de 1 gigaparsec, plusieurs gigaparsecs. Donc là, enfin, l'univers observable, c'est 4 gigaparsecs. Et du coup, à 100 mégaparsecs, en fait, l'univers est assez bien observé et assez bien contraint, etc. Donc c'est plutôt bien en ce sens. Voilà, donc nous, c'est ça qu'on va regarder. Donc, quelles sont les sources plausibles qui sont dans l'horizon GZK, dans notre univers, entre guillemets, local? Alors, pour essayer de faire une sélection assez drastique, on va utiliser ce qu'on appelle le critère de Hillas. Alors, ce critère est assez simple. Il dit que pour pouvoir accélérer une particule, il faut d'abord pouvoir la confiner dans une source. Et du coup, il faut que le rayon de gyration de cette source soit... que le rayon de gyration de la particule soit inférieur à la taille de la source. D'accord ? Le rayon de l'armor de gyration s'exprime encore une fois comme ceci, avec ici l'énergie de la particule et là le champ magnétique ici de la source. Et ici Z, la charge de la particule. Donc, si on traduit cette inéquation en mettant donc, les paramètres ici, eh bien, on se retrouve avec cette inéquation ici qui vous dit que lorsque l'énergie maximale atteinte dans une source avec un champ magnétique de 1 microgauss par exemple et qui fait 1 parsec de taille,
ça va être de 10 puissance 15 électronvolts. Donc en gros, en utilisant cette formule, on va tracer ce diagramme où là, vous avez donc la taille de la source et ici, le champ magnétique dans la source. Vous allez placer tous les, enfin pas tous, mais les objets astrophysiques les plus puissants que vous connaissez. Et tous les objets qui vont franchir cette ligne bleue ici vont pouvoir confiner et donc peut-être accélérer des particules, des protons, jusqu'à 10 puissance 20 électronvolts. Alors vous voyez qu'il y a des objets qui sont déjà éliminés, les supernovae en fait ici en gris ne sont ni assez grands ni assez magnétisés ou magnétisés. Par contre, vous avez des candidats qui sont assez bons, les étoiles à neutrons, les pulsars avec leur vent, les noyaux actifs de galaxies, les sursauts gamma et les chocs, et les amas de galaxies. Donc ce sont un peu les 4 grands candidats que j'ai mis sur le côté. Donc en utilisant ce critère très simple, on va déjà pouvoir éliminer toute une série de sources existantes dans l'univers et se retrouver avec une petite poignée de candidats. Là-dedans, en fait, je vais vous parler aujourd'hui plutôt des pulsars. Parce que, d'une part, c'est un candidat dont les gens ne parlent pas trop, du coup c'est plus original, c'est plus marrant. Et puis aussi parce qu'en fait, c'est un candidat extrêmement prometteur lorsque, en fait, beaucoup de modèles qui, justement, ont été développés autour des sursauts gamma et des radiogalaxies puissantes, on arrive un peu à leurs limites. Il y a beaucoup de problèmes avec ces modèles. Et du coup, on commence à se pencher sur d'autres sources possibles. Et les pulsars en font partie. Les pulsars, ce sont... peut-être que vous savez ce que c'est, mais donc ce sont les restes du cœur de vieilles étoiles massives. Donc lorsque vous avez une étoile massive en fin de vie, elle va exploser. Enfin non, en fait, c'est à son cœur qui va se contracter. Ça va se contracter tellement qu'à un moment, en fait, ça va atteindre certains seuils. Ça va rebondir, créer ce qu'on appelle une supernova. Et le cœur, lui, va continuer à se contracter et donner naissance à ce qu'on appelle une étoile à neutrons. Parfois, ça donne aussi naissance à un trou noir. Ce cœur va, à cause de cette contraction, il va se passer 2 choses. Donc, à cause de la conservation du moment cinétique, vous allez l'étoile qui tournait déjà assez rapidement va tourner encore plus vite. Ça, je pense que c'est des choses que vous avez bien vues. D'autre part, le champ magnétique aussi, à cause de la contraction, va être amplifié. Et du coup, on va se retrouver avec une étoile qui tourne très vite sur elle-même. Enfin, en fait, c'est comme un dipôle. Cette étoile, c'est comme le champ magnétique de la Terre. Vous avez une espèce de dipôle magnétique qui tourne très vite sur lui-même, avec un axe un peu orienté comme ça. Est-ce que ça vous dit quelque chose? En fait, ça va vous faire... On peut invoquer alors un phénomène d'induction, donc un aimant qui tourne très vite sur lui-même. Et on va pouvoir générer des champs électriques très intenses avec ces objets. Si vous faites le calcul, du coup, donc, avec ce champ magnétique et la vitesse de rotation de l'étoile, donc vous générez ce champ électrique. Et si vous faites le calcul, donc vous voyez qu'on va pouvoir atteindre, avec des champs magnétiques d'une étoile à neutrons assez classique et une rotation très rapide, des énergies de l'ordre de 10 puissance 20 électronvolts. Donc c'est ce qu'on voulait atteindre. Donc a priori, avec un pulsar qui tourne très vite, on va pouvoir accélérer des rayons cosmiques de ultra haute énergie. Alors ça, c'est valable pour une source. Maintenant, il faut essayer de voir, bien sûr, c'est plus compliqué. Après, il faut essayer de comprendre comment est-ce que ce champ électrique est généré, où est-ce qu'il est généré, dans quelle partie de l'étoile à neutrons, comment les particules chargées sont injectées, etc. Est-ce que ces particules rayonnent et perdent de l'énergie? Bon, il y a plein d'ingrédients à prendre en compte, mais supposons que ça marche pour une source.
Maintenant, il va falloir prendre en compte toute la population des pulsars existants, intégrer sur tout ça et voir si ça donne quelque chose de... si donc le spectre, les directions d'arrivée et la composition qu'on va obtenir à partir de ces sources correspond à ce qu'on observe en rayons cosmiques de ultra haute énergie. Il y a quelque chose d'autre que je n'ai pas dit sur les pulsars qui est vraiment très intéressant, c'est que les pulsars donc, sont des cœurs d'étoiles massives, et les cœurs d'étoiles sont souvent riches en fer ou en noyaux lourds. Et ça, c'est quand même un endroit, c'est assez rare dans l'univers, des endroits où on a des noyaux lourds. Et ça peut être très intéressant parce que l'observatoire Pierre-Auger semble voir qu'aux plus hautes énergies, les rayons cosmiques ne sont pas des protons, mais plutôt des noyaux lourds. Ce qui est quand même assez, assez étonnant, encore une fois, parce que dans l'univers, on a surtout des protons et pas des noyaux lourds. Et du coup, en ce sens, les pulsars pourraient être des candidats intéressants aussi. Donc, du coup, pardon. Oui, on a intégré tous ces résultats. Et alors, là, je vous montre vraiment des choses qu'on fait ici et qu'on a publiées. Donc, le spectre en énergie qu'on a pu voir, qu'on a pu calculer à partir d'une population de pulsars, c'est cette ligne noire ici. Et il faut la comparer aux points rouges qui sont les données de l'observatoire Pierre-Auger. Donc, les données, les petites croix ici, c'est Télescope Array, qui en fait ont un... Enfin, c'est peut-être Auger aussi, mais ils ont un petit problème de calibration en énergie et du coup, en fait, les données devraient être toutes les deux ajustées à la fin. Mais bref, donc l'idée, c'est de voir que sur cette partie-là, notre modèle en ligne, en trait plein, colle vraiment très bien avec les données. Vous avez l'impression que ce n'est pas le cas, enfin, que c'est moche. Mais en fait, si en astrophysique, là, c'est super, c'est vraiment nickel, quoi. Bon, là, par contre, c'est pas notre but ici, c'est pas de coller aux données, parce qu'ici, on invoque une autre composante, en fait. On est à assez basse énergie, on suppose qu'en fait, il y a une autre source plutôt galactique, en fait, dans notre galaxie, qui va accélérer peut-être donc des restes de supernovae un peu poussés, qui vont accélérer des particules jusque-là. Et ensuite, les pulsars, dans l'ensemble de l'univers, vont prendre le relais. Au niveau de la composition chimique, en fait, donc là, vous avez une quantité qu'on appelle Xmax et RMS de Xmax, qui sont des observables qu'on mesure avec les gerbes atmosphériques et qui vont nous indiquer si on est plutôt dominé si les rayons cosmiques sont plutôt dominés par des protons ou du fer en fonction de leur énergie. Donc là, vous avez avec différents traits, vous avez des simulations numériques très complètes et très poussées qui sont en plus ajustées aux données du LHC, qui vous indiquent en fait que si on est dans cette région-là, si les données étaient dans cette région-là, on aurait du fer et là du proton. Et là, les données, c'est les croix ici. Donc on voit qu'en fait, avec l'observatoire Pierre-Auger, on a l'impression de voir des protons jusqu'à 10-18 électronvolts, peut-être même 10-19, et ensuite une tendance à aller vers du fer, et ça avec les différentes observables qu'on a ici. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve avec notre modèle, cette transition. Et ça aussi, c'est vraiment sympa parce que la plupart des modèles ne réussissent pas à créer à ajuster les données de cette façon. Voilà, donc le modèle des pulsars est assez prometteur en ce sens, parce qu'il arrive à vraiment, ce qu'on appelle fitter, donc coller aux données observées. Donc ça, c'était vraiment du côté rayons cosmiques de ultra haute énergie, observation de rayons cosmiques de ultra haute énergie, modélisation de... Voilà. Maintenant, je vais vous parler d'autres messagers qui sont liés à ces rayons cosmiques de ultra haute énergie et on va voir comment on peut déduire d'autres informations sur les sources grâce à ça. J'ai encore combien de temps ? D'accord. Donc, encore une fois,
On a des sources astrophysiques qui produisent ces rayons cosmiques de ultra haute énergie, qui les accélèrent. On les voit dans le ciel avec l'observateur Pierre-Auger. Le problème, c'est qu'on n'a pas de sources puissantes qui sont associées dans le ciel. Et ça, c'est probablement dû au champ magnétique qui est entre nous et la source. Ces champs magnétiques induisent des déflexions et des temps de retard. Seulement, au cours de leur propagation, les rayons cosmiques, lorsqu'ils perdent de l'énergie, en fait, ils ne font pas que perdre de l'énergie avec les interactions avec les photons du fond diffus, par exemple. Ils vont aussi produire des particules secondaires, comme des neutrinos ou des rayons gamma. Ces neutrinos et ces rayons gamma, eux, ne sont pas influencés, ou beaucoup moins, par les champs magnétiques. En tout cas, les neutrinos, par exemple, ils ne le sont pas du tout. Les rayons gamma, c'est plus compliqué, mais ils vont quand même plutôt en ligne droite. Donc, la question, c'est est-ce qu'on va pouvoir essayer de détecter ces particules secondaires et du coup, bon, ça c'est les chaînes d'interaction qui font ces particules. Et en fait, en observant ces rayons cosmiques, ces rayons gamma et ces neutrinos, est-ce qu'on ne va pas pouvoir pointer directement la source des rayons cosmiques de ultra haute énergie, puisque ceux-là ne sont pas défléchis. Pour ça, en fait, il faudrait pouvoir détecter ces particules. Et ce n'est pas gagné, parce que si le flux des rayons cosmiques de ultra haute énergie est très faible, ça veut dire que c'est aussi le cas pour les secondaires. Et les détecteurs qu'on a construits, malgré leur très grande sensibilité, ont un peu de peine à détecter ces particules. En fait, ce n'est pas complètement vrai. Donc là j'ai mis un panel de télescopes qui regardent donc les rayons gamma ou les rayons gamma. Donc là, vous avez par exemple le satellite Fermi, S en Namibie, et puis on a un projet, le Cherenkov Telescope Array, qui est un projet qui va être vraiment important en France et en Europe, et qui va aussi donc essayer d'avoir une très bonne sensibilité en rayonnement gamma, et qui va peut-être du coup voir des gammas secondaires de rayonnement cosmique de ultra haute énergie. Pour les neutrinos, on a tout particulièrement un instrument qui s'appelle IceCube, qui est un énorme bloc de glace au pôle sud, avec des lignes à l'intérieur, avec des détecteurs, enfin des espèces de filins avec des détecteurs qui sont positionnés de façon savante. Et lorsqu'un neutrino entre dans la glace, il va pouvoir peut-être créer une lumière qu'on va pouvoir observer avec ces différents détecteurs. Et en fait, ça a été le cas avec IceCube. C'est vraiment... la découverte date de 2013. C'est quelque chose de très impressionnant. Donc, c'est l'ouverture d'une nouvelle fenêtre sur l'univers. En fait, on a détecté donc, des neutrinos astrophysiques de haute énergie. Donc avec IceCube, au début, on en a détecté 2. Ensuite, on a compris comment les chercher. Du coup, on en a détecté 20, puis 30. Et là, je crois qu'on en est à une quarantaine de neutrinos. Et donc, on est vraiment là maintenant en train dans une ère où on peut essayer de travailler avec les photons, les rayons cosmiques de ultra haute énergie et des neutrinos, et combiner ces informations pour comprendre quelles sont les sources. Malheureusement, le problème avec IceCube, c'est que, enfin, c'est pas IceCube le problème, mais le problème de cette détection de neutrinos, c'est que pour l'instant, les directions d'arrivée sont assez diffuses et on n'arrive pas, pareil, à pointer la source. Donc, on ne sait pas d'où ces neutrinos pourraient venir. Un autre problème avec les neutrinos, c'est que les neutrinos, ils n'ont pas d'horizon GZK. Ça veut dire qu'ils sont pas limités on n'est pas limité à 100 mégaparsec pour la recherche des sources de ces neutrinos. Donc, ils peuvent venir de beaucoup plus loin, peut-être même de l'univers primordial. Donc là, c'est pour ça que là, on a un souci. La source, elle peut être
ça peut être n'importe laquelle dans un champ lointain. Donc là-dessus, on a un autre travail à faire. Donc ça, c'est la naissance de l'astronomie neutrino. Les neutrinos sont vraiment, encore une fois, donc, très intéressants parce qu'ils ne sont pas défléchis, parce qu'ils nous permettent de voir loin dans l'univers. C'est aussi une qualité. Et parce que c'est vraiment une signature très claire de la présence de rayonnement cosmique. C'est une signature hadronique, en fait. C'est une signature de la présence de noyaux atomiques, puisque, par exemple, des électrons ne pourraient pas produire de neutrinos, des électrons accélérés. Par contre, les électrons produisent des rayons gamma. Donc, lorsqu'on voit des rayons gamma, on n'est pas sûr que ça vient de protons accélérés ou de fer accéléré. Quand on voit des neutrinos, on est sûr. Donc vraiment, les neutrinos, en ce sens, c'est sympa. Alors là, du coup, je voudrais vous parler, comme les neutrinos sont vraiment des messagers clés de cette recherche de sources de rayons cosmiques de ultra haute énergie, je voudrais vous parler d'un projet qui est en train de se mettre en place en ce moment, qui s'appelle GRAND. C'est aussi pour vous faire un peu rêver, pour vous montrer en fait la taille des projets qu'on imagine en astronomie. Donc, l'idée, c'est que donc, ces neutrinos donc, vont être produits. En fait, comme je vous l'ai dit, donc, les rayons cosmiques de ultra haute énergie vont interagir avec les photons du fond diffus cosmologique et donner naissance, en particulier, à des neutrinos. Donc, si on a des rayons cosmiques si on observe des rayons cosmiques de ultra haute énergie et on sait qu'ils doivent venir d'un univers, pas de la galaxie, mais d'un peu plus loin, eh bien, il y a forcément des interactions qui se sont produites et des neutrinos qui ont été générés. Donc, ces neutrinos sont des messagers qui doivent absolument exister et peut-être que leur flux est très bas, très faible, en fonction des modèles différents de sources de rayons cosmiques de ultra haute énergie, mais ils existent. Et on peut calculer en fait le flux le plus pessimiste en fonction des modèles de sources. Et dans la plupart des modèles réalistes, on devrait avoir un flux de neutrinos qui se situe dans cette bande grise. Alors ça, c'est IceCube, la sensibilité du télescope IceCube. Donc vous voyez que IceCube ici n'est pas en fait à même de mesurer les neutrinos a priori produits par ces interactions avec des rayons cosmiques de ultra haute énergie avec le fond diffus cosmologique. Donc les neutrinos qui sont observés aujourd'hui avec IceCube sont probablement dus à d'autres interactions, peut-être pas avec les photons du fond diffus cosmologique, probablement avec des photons ou d'autres particules au sein de la source, au moment de l'accélération, typiquement. Et donc, IceCube est ici. On a des projets internationaux qui visent à essayer d'atteindre une sensibilité en neutrinos ici. À ce moment-là, on pourrait vraiment, dans des cas réalistes, détecter des neutrinos. Et nous, ce qu'on voudrait faire avec GRAND, c'est de garantir la détection de neutrinos, de ces neutrinos-là, et d'aller jusqu'en bas. Et en plus, le problème d'un détecteur comme ARA ici, c'est que même s'il détecte des neutrinos, ils vont en détecter, je sais pas, 3, 5, peut-être 10. Et puis là, qu'est-ce qu'on fait? On a 10 neutrinos, super. On est 400 dans la communauté, ça ne fait même pas un pour chacun, enfin, c'est nul. Là, on garantirait la détection de neutrinos dans les cas les plus pessimistes et on veut détecter plus de 100 neutrinos par an. Donc là, on peut vraiment parler, on a de quoi faire des statistiques et de la science. Donc pour faire ça, il faut construire quelque chose un détecteur géant. L'idée, ce serait en fait de monter une manip en radio donc, et d'utiliser les montagnes comme cible pour que les neutrinos interagissent dans la montagne et ensuite créent cette gerbe
une gerbe atmosphérique, un peu comme pour les rayons cosmiques, parce que donc, les neutrinos interagissent très peu. Il faut vraiment de la matière assez dense pour pouvoir leur faire quelque chose. Donc, sinon, pour les détecter dans un détecteur, il faut qu'il y ait eu une traversée de matière conséquente, donc soit de la glace, soit de la terre, quelque chose pour pouvoir les faire interagir et leur faire rendre ce qu'ils ont un peu dans le ventre, quoi. Donc là, on fabriquerait une gerbe qui en fait, donnerait naissance à un signal radio qu'on pourrait détecter avec des antennes radio. Et donc, ce qu'on vise, c'est quelque chose de l'ordre de 100 à 200 000 km². Là, c'est la taille de l'Angleterre, en fait. 200 000 antennes radio déployées sur 200 000 km² en Chine, dans des régions où il y a très peu de bruit en radio. Et donc là, le projet est en train de se mettre en place avec un prototype qu'on est en train de construire. Pour l'instant, on n'en est qu'à 35 antennes, mais bon, enfin, c'est la Chine, hein, il y a de l'espoir. Et donc voilà, on voudrait atteindre cette sensibilité. Et donc voilà, vous avez des informations sur ce projet ici. Bien sûr, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. On vise une complétion, non, ça ne se dit pas ça. Une mise en place, un déploiement complet pour les années 30. Voilà, c'est vraiment les ordres de grandeur, les échelles de temps qu'on a en astrophysique. Mais si jamais on arrivait vraiment à mettre ça en place, là, ce serait de la vraie astronomie neutrino et quasiment, je pense, la certitude de pouvoir pointer des sources de rayons cosmiques de ultra haute énergie avec ces messagers-là. Et dans ce cas, on pourrait, j'espère, résoudre le mystère des rayons cosmiques de ultra haute énergie avant ces 150 ans. Merci. Bien, merci beaucoup. Il y a sûrement plein de questions sur ces mystères. Donc à propos de la déviation donc des particules de trop haute énergie par le champ magnétique de l'univers, dans quelle mesure on a une dissipation de l'énergie via le rayonnement synchrotron pardon. En fait, il est très faible parce que le champ magnétique est quand même très faible. Et au cours de la propagation dans l'univers, le rayonnement synchrotron va pas jouer. D'accord. Oui, faisant un calcul d'ordre de grandeur, vous pouvez retrouver que oui, la perte est vraiment négligeable. D'accord. Par rapport, par exemple, à la perte d'énergie à cause de ces interactions avec le fond diffus cosmologique. Justement, à propos de ces interactions, pourquoi est-ce que les neutrinos n'interagisseraient pas avec les photons du CMB? Parce que les neutrinos ont une section efficace vraiment très très faible. D'accord, mais que ce soit la chromodynamique quantique ou la théorie quantique des champs prévoit bien des interactions entre photons et... Oui, après on peut peut-être trouver des modèles exotiques où oui, d'ailleurs, c'est une bonne question en fait. Parce, parce que le fait qu'il y ait une absence totale d'horizons GZK pour les neutrinos... Il y a des modèles en fait qui prédisent... oui, des interactions, etc. et des façons de contraindre justement les théories de QCD, etc. Il me semble qu'il y a beaucoup de modèles exotiques qui ont été déjà contraints par IceCube, justement, ou par la sensibilité de différents télescopes aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a encore des choses... Oui, je suis sûre qu'il y a encore des choses qui survivent, hein, toujours, des théories qui survivent. Mais là, comme ça, je ne saurais pas vous répondre sur des modèles précis qui donneraient des horizons précis.
Moi, c'est une question beaucoup plus naïve. C'est dans votre modèle de marche aléatoire. Qu'est-ce qui vous permet en fait de faire l'hypothèse que les déflexions sont indépendantes? C'est peut-être très bête, hein, mais... Non, c'est une question très difficile parce que en fait, il faudrait pas faire cette hypothèse. Enfin, non, ça dépend où est-ce qu'on se place. Mais bon, la première réponse très simple, c'est que on ne sait pas faire autrement. Donc, si on commence à supposer que les cellules, enfin que la déflexion dépend n'est pas indépendante de cellule en cellule, on est obligé en fait d'avoir un vrai modèle de champ magnétique avec une structure et de propager des rayons cosmiques dans ces champs magnétiques structurés. Il y a des gens qui le font. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, on se heurte à des problèmes numériques parce que on ne peut pas raffiner en fait les grilles de simulation assez pour modéliser la trajectoire des particules de façon appropriée. Okay. Du coup, on se heurte à un problème. Et vous arriverez à estimer l'erreur à peu près que vous avez en faisant exactement cette hypothèse d'indépendance? Pour connaître... Ouf. Après, ça, c'est juste... Oui, enfin, en fait, je pense... C'est juste... En fait, donc, pour terminer sur votre question d'avant, et c'est relié à ça, c'est malgré tout justifié, je pense, de faire l'hypothèse qu'on peut travailler sur des cellules avec des longueurs de cohérence fixées et de dire que c'est indépendant de cellule en cellule, justement à cause de la définition de cette longueur de cohérence, qui est en fait la taille globalement sur laquelle on peut supposer que le champ magnétique est homogène. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qu'on va mesurer, qu'on va essayer en tout cas de mesurer dans l'univers. Et puis même, on peut dire que, par exemple, donc dans l'univers, la matière bouge, suit des flots, et on peut pas... Enfin, on est obligé de supposer que, par exemple, la matière a une certaine turbulence. Enfin, donc, ça a bougé assez pour qu'on perde la cohérence entre deux zones. Donc, à ce moment-là, il est théoriquement justifié, en fait, de dire que cette zone-là est indépendante, peut être traitée de façon indépendante d'une autre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. D'autres questions? Alors, juste là, et on revient là. Merci. Bonsoir. Moi, je voulais juste savoir, pour revenir toujours sur l'histoire de la marche aléatoire, comment on faisait pour évaluer le champ magnétique, justement, à grande distance de la Terre? Alors, ça dépend des endroits. Dans les endroits assez magnétisés, comme les amas de galaxies, on a des mesures concrètes. Par exemple, on va essayer les phénomènes... Là, dans ces endroits-là, on a du synchrotron, des fois, si le champ magnétique est assez fort. Et du coup, lorsqu'on a une émission synchrotron, on va pouvoir en déduire l'intensité du champ magnétique. On peut aussi utiliser d'autres techniques comme ce qu'on appelle des mesures de rotation Faraday. En fait, on va regarder j'espère que je ne dis pas des bêtises, mais la polarisation de la lumière. Et en fait, non, je crois que c'est pas ça. Alors certaines caractéristiques de la lumière émise par une source vont être modifiées par la traversée en fait du plasma, du milieu intergalactique, d'accord. Et du coup, en intégrant sur cette distance,
Donc vous récupérez une certaine des caractéristiques de la lumière d'une source, et en supposant que la source à la base a émis une lumière avec avec une caractéristique originelle, eh bien vous allez pouvoir remonter à ce qui s'est passé en fait entre la source et vous, et là vous pouvez retrouver en fait du coup c'est intégré, mais des caractéristiques du champ magnétique que la particule, que la lumière a traversé. Voilà. Donc de cette façon, ça se fait aussi beaucoup dans la galaxie en fait, lorsque vous regardez des émissions de pulsars. Donc l'émission des pulsars est vraiment très bien connue. Et du coup, lorsque vous voyez qu'il y a par exemple un changement de polarisation, des choses comme ça, vous allez pouvoir en déduire qu'il y a eu une traversée de champ magnétique qui a modifié la polarisation, des choses comme ça. Donc de cette façon, on peut mesurer ce qui s'est passé, le champ magnétique sur des colonnes de densité, sur des colonnes, sur des tranches de matière. Voilà. Ok, une autre question ici. Donc le problème majeur pour reconstituer la trajectoire des rayons cosmiques, c'est effectivement la magnétisation de l'univers. Et dans quelle mesure vous êtes affecté par le redshift et le lentillage gravitationnel? Alors, le redshift est un problème. Enfin, c'est pas un problème, mais c'est quelque chose qui va, oui, affecter les particules, puisque l'expansion adiabatique, l'expansion de l'univers va refroidir les particules. Aux énergies les plus hautes, c'est un effet assez mineur comparé aux pertes par interaction sur le fond diffus cosmologique. Et l'autre point, c'était quoi? Le lentillage gravitationnel, éventuellement. Le lentillage gravitationnel. Qu'est-ce que vous entendez par là? La déformation de l'espace-temps de manière locale, de la même manière que ça affecte les photons lointains, est-ce que ça vous affecte aussi vos rayons cosmiques? Peut-être, mais vous avez vu que nous, nos déflexions, c'est des degrés. Hein, donc on est à des échelles bien supérieures à ces phénomènes qui sont vraiment beaucoup plus fins. Voilà, donc ça nous... Non, en bref, non, ça ne nous affecte pas. Et de la même manière que via la déviation des photons par effet gravitationnel, on a pu via des modèles reconstituer la distribution de matière noire dans l'univers, est-ce que vos déflexions magnétiques à vous permettraient éventuellement d'en déduire des propriétés sur les champs magnétiques qui règnent dans les zones d'ombre? Tout à fait. Ça, vous voulez faire une thèse? Je sais pas. Un jour peut-être. Non, mais c'est compliqué. C'est extrêmement compliqué, mais c'est un sujet qui est d'actualité. Malheureusement, pour faire ça, en fait, il faudrait qu'on soit un peu plus avancé sur la connaissance des sources. Parce que pour pouvoir sonder ce qui s'est passé, ce qui s'est passé entre la source et nous, il faut savoir où est la source. Si on le savait, oui, ce serait super, on pourrait vraiment comprendre la structure du champ magnétique, l'intensité, etc. Après, il y a des choses comme ça qui ont été faites en supposant des catalogues ou en supposant que les sources suivent la distribution de la matière dans l'univers. Malheureusement, ce n'est pas extrêmement concluant parce que les déflexions sont toujours assez importantes et la matière, suivre la distribution de la matière, on peut le faire plus ou moins finement avec... c'est jamais... c'est pas extrêmement précis non plus. Donc, oui, il y a un endroit où il nous manque de l'information pour pouvoir faire cette reconstruction-là. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, une question beaucoup plus pragmatique, on va dire.
Ces détecteurs comme Ice Cube et Grand, Grand, je sais pas comment on le dit. Grand. Ce que vous proposez sont des détecteurs quand même très spécifiques pour les rayonnements de haute énergie. Est-ce que c'est quand même un projet extrêmement d'une taille extrêmement grande, et est-ce que il y a des, parce que j'ai vu récemment une conférence sur le SCA, qui est un autre projet de dimension biblique vraiment, et je me demandais dans quelle mesure c'est peut-être qu'il y a d'une certaine façon une concurrence entre c'est pas vraiment une concurrence, c'est pas le bon mot, mais le fait que on a vraiment besoin de mesures expérimentales pour pouvoir avancer et progresser dans ces champs de l'astrophysique. Et maintenant, les ressources qu'on a sont très limitées par rapport à ce qu'on doit faire pour obtenir des informations qui sont vraiment intéressantes. En quoi ça pose un défi vraiment au progrès de l'étude de ces rayonnements de haute énergie, en fait? Alors, si je résume votre question... Est-ce qu'on pourrait faire avec SCA ce que vous voulez faire avec Grant? C'est un petit peu ça la question. Non, parce que sinon on ne le construirait pas. Non, on peut pas. Enfin, oui. La différence entre SCA et Grant, c'est que SCA est vraiment dédié à l'étude de sources précises en faisant ce qu'on appelle de l'interférométrie. Donc, chaque détecteur est assez compliqué, en fait, avec une électronique très compliquée. Et en fait, c'est aussi très grand, mais ça couvre pas 200 000 km². Enfin, c'est assez compact finalement. Nous, on a besoin de surface avec Grant, pour détecter des neutrinos, et d'ailleurs pas que des neutrinos. Donc, je voudrais faire une parenthèse qui va dans le sens de votre question. Grant, a priori, ne sera pas qu'un détecteur de neutrinos de haute énergie. On espère que, en tout cas, on est en train d'essayer de faire en sorte qu'il puisse aussi évidemment détecter des rayons cosmiques de ultra haute énergie. Donc, si jamais Grant est construit, ce sera un peu le successeur d'Auger, de l'observatoire Pierre-Auger, qui arrive un peu à ses limites. Mince, je suis enregistrée. Sinon, on espère aussi que Grant va pouvoir aider à la détection de ce qu'on appelle des fast radio bursts, qui sont des espèces de pulses, comment on appelle, des sursauts en radio vraiment extrêmement brillants qu'on a détectés, qu'on a découvert récemment, et qui sont encore très... on ne connaît pas leur origine, en fait. Et avec une surface aussi grande, on pense qu'on serait un peu à la pointe pour pouvoir participer à cette science-là également. Puis aussi, il y a d'autres sciences en radio, donc, comme regarder l'époque de la réionisation, etc., etc. Donc, c'est pas que des... on espère être un peu plus multitâche que les neutrinos. D'autre part, donc, SCA, oui, c'est un projet. SCA, c'est un projet monstrueux. Je ne sais pas quel est son coût d'ailleurs. Grande, ça sonne vraiment colossal. 200 000 antennes radio, 200 000 km². Je pense que c'est pas non plus à part la taille et le nombre, c'est pas un instrument financièrement fou, en fait. Parce qu'on vise, justement, comme on n'a pas besoin d'une technologie très développée pour détecter ces gerbes de neutrinos, en fait, on a juste besoin qu'à chaque fois qu'il y a un signal qui passe, ça fasse bip, globalement, je résume. On n'a pas besoin de faire des transformés de Fourier sur la base de chaque antenne, etc. On a vraiment besoin de récupérer juste l'information de chaque signal. Et du coup, chaque antenne coûterait moins de 200 €.
Et du coup, avec 200 000 antennes, on en arrive à un coût de 40 millions d'euros. 40 millions d'euros, c'est un projet moyen. C'est pas, comparé par exemple aux satellites, c'est rien du tout. Donc oui, par contre, oui, on monopoliserait beaucoup de terrain, une antenne tous les kilomètres carrés. Et puis, il y a le déploiement, etc. Ça, on peut se permettre de rêver à ça aussi parce que c'est la Chine, en fait, et que c'est des gens qui font des choses, qui ne veulent essentiellement que faire des choses de cette envergure. Donc, c'est pour ça que, pourquoi pas. Vous parlez beaucoup de Pierre... De l'observatoire Pierre-Auger. Oui, Pierre-Auger, et aussi du CERN. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'y aller visiter, je sais pas, faire un... À l'observatoire Pierre-Auger ? Oui, c'est vraiment... je ne sais pas si ça dévie un peu du... Mais je pense que vous avez été à d'autres conférences en astronomie, en astrophysique. Ça fait partie des plaisirs de notre métier de se rendre dans des observatoires comme ça, au milieu de nulle part. C'est extrêmement... c'est assez émouvant en fait comme situation. Donc il y a ces cuves d'eau qui sont là tous les je sais plus, tous les kilomètres 5. Et puis oui, par exemple, on nous demande en fait j'étais membre de la collaboration Pierre-Auger, on nous demande de participer de faire ce qu'on appelle des shifts en fait, de participer au monitoring en fait des instruments, en particulier des télescopes à fluorescence, parce qu'il faut toujours que quelqu'un soit là pour vérifier le bon fonctionnement et calibrer les télescopes avant la nuit, etc. Et donc, voilà, je suis allée aussi dans ce cadre. Puis voilà, on voit les gerbes tomber sur les écrans. C'est assez amusant. Ouais, ça doit être merveilleux de voir tout ce qu'on a travaillé auparavant en théorie, de le voir en concret d'une façon. Oui, évidemment, c'est extrêmement enrichissant. Et je pense que en tant que théoricienne, c'est quelque chose qui est important. Complémentaire aussi. Encore une ou deux questions ? Non, on a épuisé. Est-ce que je peux poser une question naïve ? Je ne sais pas. Au tout début, tu as dit que les rayons cosmiques de basse énergie, c'est le Soleil. Aux énergies intermédiaires, les explosions de supernova. Et puis ensuite, après, on ne sait pas trop. Hein. Et comment, à ce moment-là, on peut comprendre qu'il y a quand même cette loi de puissance qui est aussi régulière, hein. On pourrait s'attendre à voir 3 bosses, par exemple, bien séparées. Est-ce que c'est pas curieux ? C'est curieux. C'est curieux. Je pense que... oui, non, c'est un des grands mystères, oui, je suis d'accord. Je pense que quand même, donc, comme je vous l'ai dit, quand on zoome, les lois de puissance, ça lisse tout. Hein, donc, se mettre en log, ça lisse tout. Donc, on a l'impression que c'est tout joli. Vous avez vu que quand on zoome, quand même, il y a des cassures. En particulier, la cassure au niveau de la cheville, ce que j'ai appelé la cheville, c'est une cassure qui était comme ça. Ça peut typiquement être une zone où on a une composante qui arrive comme ça, une composante qui remonte. Donc, c'est pas complètement... Oui, c'est pas forcément une contradiction. C'est pas complètement une contradiction. Après, je suis d'accord que l'énergie qui est suppléée par des sources galactiques et extragalactiques, mystérieusement, vont bien pour qu'on n'ait pas une espèce de truc comme ça. Bon, c'est un autre mystère alors. Oui, ou alors, en fait, ça va un peu au-delà, mais le modèle des pulsars que j'aime beaucoup,
suppose que, en fait, donc on a des pulsars extragalactiques à haute énergie, ensuite à ultra haute énergie. Ces mêmes pulsars, en fait, avec les mêmes propriétés, enfin, c'est pas les mêmes pulsars, mais les pulsars avec les mêmes propriétés au sein de notre galaxie vont donner naissance à une autre composante au niveau en dessous de la cheville. Et là, on peut calculer que c'est logique qu'on arrive au même niveau avec une cassure. Et ensuite, ce qu'on peut se dire, c'est que les pulsars, eh bien, c'est le cœur des restes de supernovae. Donc c'est quasiment la même source. Et à ce moment-là, on reste toujours dans la même densité de population. Donc ça fait une continuité. Alors. Pourquoi pas? D'accord. Donc ça peut être, c'est un argument en faveur de notre modèle. Très bien. Écoute, merci beaucoup, Kumiko, pour cette belle conférence.